L'histoire s'intitule « Bal masqué ». M. Satterthwaite, toujours alerte et élégant, remontait Bond Street. Il se dirigeait vers Harchester Galleries, où l'on exposait les toiles du peintre Frank Bristow, jeune artiste encore peu connu, mais plein de talent. Et M. Satterthwaite était un grand amateur d'art. À Harchester Galleries, il fut accueilli en habitué. « Bonjour, M. Satterthwaite. Je pensais que vous viendriez ces jours-ci. Vous connaissez les œuvres de Bristow? Fort intéressantes et fort originales. » M. Satterthwaite acheta un guide et se dirigea vers la salle d'exposition. Il en fit lentement le tour, regardant attentivement et approuvant l'ensemble de l'œuvre. Il pensait que ce jeune peintre méritait un grand succès, car son talent, tout en étant original, gardait la technique la plus exacte. M. Satterthwaite s'arrêta un instant devant un petit chef-d'œuvre qui représentait le pont de Westminster, avec sa foule d'autobus, de trams et de piétons. Une toile minuscule, mais d'une perfection admirable. Il passa et tout d'un coup s'arrêta de nouveau, étonné, troublé devant un tableau appelé « Arlequin mort ». Le premier plan représentait un sol carrelé de marbre blanc et noir, au milieu duquel Arlequin, dans son déguisement noir et rouge, était couché, les bras étendus. Au fond, une fenêtre derrière laquelle, regardant le mort, apparaissait un autre arlequin, tout semblable, et dont la silhouette se détachait dans la lueur rouge d'un crépuscule. Ce tableau captivait M. Satterthwaite pour deux raisons. La première était qu'il croyait reconnaître les traits de l'arlequin. Celui-ci ressemblait étrangement, pensait-il, à un certain M. Quinn, qu'il avait rencontré quelquefois dans des circonstances assez particulières et dramatiques. « Non, je ne me trompe pas, » murmura-t-il. « Mais alors, que veut dire cela ?» La seconde raison qui provoquait son émotion était qu'il connaissait non seulement le personnage, mais aussi le lieu qui lui servait de cadre. « La véranda de Charnley, » se dit-il. « C'est curieux et très intéressant. » Il regarda plus attentivement encore le tableau, se demandant ce qui avait bien pu se passer dans l'esprit de l'artiste lorsqu'il avait composé cette œuvre. Un arlequin mort sur le sol, un autre arlequin regardant par la fenêtre, ou bien était-ce le même arlequin? Il s'arracha enfin à son examen et continua à faire le tour de la galerie, mais il ne regardait que distraitement les autres tableaux, toujours absorbé par l'étrange chose qu'il venait de découvrir. Il sentait que des événements intéressants, et sans aucun doute graves, allaient se passer pour lui. Il traversa la salle et entra dans le bureau, où se tenait M. Cobb, un fonctionnaire de Harchester Galleries qu'il connaissait depuis longtemps. « Je désire acheter le numéro 39, dit-il. M. Cobb consulta un registre. « La perle de l'exposition, murmura-t-il. Un petit chef-d'œuvre, n'est-ce pas ?» Il indiqua un prix. « C'est un bon placement. La toile vaudra 3 fois plus l'an prochain. »« C'est toujours ce que l'on dit en pareil cas, » répondit M. Satterthwaite en souriant. « N'ai-je pas eu raison toutes les autres fois ?» demanda M. Cobb. « Je crois, M. Satterthwaite, que si vous vendiez votre collection, vous ne perdriez pas d'argent. J'achète ce tableau. Je vais vous donner un chèque tout de suite. Vous ne le regretterez pas. Bristow est un peintre d'avenir. Il est très jeune, n'est-ce pas? 27 ou 28 ans. Je serais heureux de le connaître, dit M. Satterthwaite. Peut-être accepterait-il de venir dîner avec moi un soir. Je peux vous donner son adresse, il sera certainement ravi. Votre nom est une référence dans le monde artistique. Vous êtes trop aimable, dit M. Satterthwaite. Et il se préparait à s'éloigner lorsque M. Cobb l'arrêta. Voici Bristow, je vais vous présenter. Il se leva, se dirigeant vers un jeune homme grand et fort, d'allure un peu gauche, et qui semblait observer son entourage d'un œil assez farouche. M. Cobb fit les présentations, et M. Satterthwaite adressa au jeune artiste quelques paroles courtoises. « Je viens d'avoir le plaisir d'acheter un de vos tableaux. Arlequin mort. »« Oh, ce n'est pas une mauvaise affaire, » dit M. Bristow sans amabilité. « C'est une bonne toile. »« Je le crois, » répondit M. Satterthwaite. « Votre talent m'attire beaucoup, M. Bristow. Vous avez beaucoup de maîtrise pour un si jeune homme. Voudriez-vous me faire le plaisir de dîner avec moi un soir? Êtes-vous pris aujourd'hui? »
Non, je suis libre, dit Bristow d'un ton aussi peu aimable que précédemment. Très bien. Alors 8 heures? Voici ma carte et mon adresse. Entendu, répondit l'artiste. Merci, ajouta-t-il comme à la réflexion. Voilà un homme qui se montre peu sociable et qui, sans doute, se défie de lui-même. Il craint de ne pas savoir s'imposer. Cela explique son attitude. Telle fut la conclusion que tira M. Satterthwaite de sa rencontre avec le peintre, et en reprenant contact avec le soleil de Bond Street. Frank Bristow arriva à 8h05 et trouva son hôte qui l'attendait en compagnie d'un autre invité. Ce dernier lui fut présenté sous le nom de Colonel Monckton. Ils passèrent immédiatement dans la salle à manger. Un 4e couvert était mis, et M. Satterthwaite expliqua. « J'attendais à moitié un de mes amis. « Monsieur Quinn, dit-il, l'avez-vous déjà rencontré, Monsieur Harley Quinn? Je ne fréquente pas le monde, de sorte que je ne rencontre jamais personne, grommela Bristow, bourru. Le colonel regarda l'artiste avec le même air détaché qu'il aurait eu pour un meuble sans intérêt. Monsieur Satterthwaite, après ces préliminaires peu encourageants, fit tous ses efforts pour établir une conversation cordiale. « Votre tableau m'a surtout intéressé, dit-il, parce que j'ai cru reconnaître la véranda de Charnley. Avais-je raison ?» Bristow approuva d'un signe de tête, et M. Satterthwaite continua. « J'ai fait plusieurs séjours à Charnley dans le temps. Vous connaissez quelqu'un de cette famille ?»« Non, dit Bristow. Ce genre de monde ne se soucie guère de moi. Je suis allé à Charnley en excursion, dans un char à banc. »« Mon Dieu, dit le colonel, en char à banc ? Pourquoi pas ? Demanda Bristow étonné. C'est un mode de locomotion odieux, dit le colonel. On y est affreusement secoué. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une Rolls-Royce, on est bien forcé d'avoir recours au char à banc, répliqua l'artiste toujours aussi bourru. Le colonel Monckton le regarda fixement sans répondre. M. Satterthwaite songea. Si je n'arrive pas à mettre ce jeune homme à l'aise, nous allons passer une soirée épouvantable. Charnley m'a toujours fasciné, dit-il, mais je n'y suis allé qu'une fois après le drame. Une romantique et lugubre demeure, hantée par des fantômes. C'est vrai, dit Bristow. Il y a actuellement à Charnley 2 fantômes authentiques, observa le colonel. On dit que Charles Ier se promène de long en large sur la terrasse, avec sa tête sous son bras. Puis il y a la pleureuse à l'aiguillère d'argent, que l'on voit toujours apparaître après la mort des Charnley. Cette famille a vraiment toujours eu une destinée tragique, dit M. Satterthwaite. 4 détenteurs du titre ont eu une mort violente, et le dernier Lord Charnley s'est ôté la vie. Une triste affaire, prononça gravement le colonel. J'étais là lorsque le drame a eu lieu. Voyons, à quelle époque était-ce? Il doit y avoir 14 ans maintenant, je crois, dit M. Satterthwaite. La maison a toujours été fermée depuis. Cela n'est pas étonnant, dit Monckton, car ce fut un coup terrible pour la pauvre jeune femme. Il y avait 1 mois qu'ils étaient mariés, et ils rentraient de leur voyage de noces. On donnait un grand bal costumé pour fêter leur retour. Au moment où les invités commençaient à arriver, Charnley s'est enfermé dans la bibliothèque et s'est tué. Comment? Le colonel s'était tourné brusquement vers la gauche. Puis, après un petit mouvement de surprise, il regarda M. Satterthwaite en souriant pour s'excuser. « Je commence à avoir l'esprit troublé, Satterthwaite. J'ai cru un instant qu'il y avait assis sur cette chaise, à côté de moi, quelqu'un qui me parlait. » Il y eut un silence et le colonel reprit. « Oui, ce fut un coup épouvantable pour Alix Charnley. C'était avant le malheur la plus jolie fille que l'on put voir, et tout en elle disait la joie de vivre. Et maintenant, il paraît que c'est un fantôme, elle aussi. Il y a des années que je ne l'ai vue. Je crois qu'elle vit à l'étranger, la plupart du temps. »« Et son fils ?» demanda M. Satterthwaite. « Il est à Eton. Je ne sais ce qu'il fera lorsqu'il aura terminé ses études. De toute façon, je ne crois pas qu'il rouvrira le vieux domaine. »« On pourrait faire là un beau jardin public, dit Bristow. » Le colonel Monckton le regarda choqué. « Non, non, vous ne pouvez pas penser à une telle chose, » se hâta de dire M. Satterthwaite. « Vous n'auriez pas peint ce tableau dans ce cas. La tradition est immuable. Il faut des siècles pour la fonder, et si vous la détruisez,
Vous ne pouvez la reconstruire en 24 heures. Il se leva. Allons dans le fumoir. J'ai quelques photographies de Charlie que je tiens à vous montrer. La photographie était une des manies de M. Satterthwaite. Il était l'auteur d'un album dont il tirait fierté et qu'il intitulait « Les maisons de mes amis ». Voici une vue de la véranda de Charlie, datant de l'année dernière. Il tendit la photo à Bristow. Elle est prise à peu près du même angle que votre tableau. Il y a là un tapis admirable. C'est dommage que la photographie ne puisse en rendre les couleurs. Je me le rappelle, dit Bristow. C'est un splendide assemblage de couleurs. Il scintille comme une flamme. Malgré tout, il est un peu déplacé à cet endroit, et beaucoup trop petit pour cette grande pièce carrelée de noir et blanc, où il n'y a aucun autre tapis. Il gâche le coup d'œil et ressemble plutôt à une énorme tache de sang. C'est peut-être ce qui vous a inspiré votre tableau, demanda M. Satterthwaite. Peut-être, dit Bristow pensif. On imagine facilement une tragédie dans la pièce garnie de boiseries qui y a accès. La bibliothèque, dit Monckton. Oui, c'est la pièce hantée. Il y a une porte secrète, un panneau mobile près de la cheminée. La légende raconte que Charles Ier y fut emprisonné. Il y eut 2 morts causées par un duel. Et c'est là aussi que Reggie Charnley s'est ôté la vie. Il prit la photographie. « Mais c'est le fameux tapis de Bokhara !» s'exclama-t-il. « Il vaut, je crois, 200 000 francs. Quand je suis allé à Charnley dans le temps, il était dans la bibliothèque. Il n'est pas en valeur ici, en effet, sur ces carreaux noirs et blancs. » M. Satterthwaite regardait une chaise vide qu'il avait mise près de lui. Puis il dit songeur. « Je me demande quand il a été déplacé. »« Récemment, sans doute, dit le colonel. Je me souviens que le jour même du drame, Charnley disait que ce tapis aurait dû être placé sous vitrine. » M. Satterthwaite secoua la tête. La maison a été fermée immédiatement après le drame, et tout y est resté dans le même état. Bristow, qui devenait un peu plus aimable, posa une question. Pourquoi Lord Charnley s'est-il ôté la vie? Le colonel Monckton parut gêné. Personne ne l'a jamais su, dit-il. Je suppose que ce fut bien un suicide. La voix de M. Satterthwaite était lente et ferme. Le colonel le fixa surpris. Suicide? Mais naturellement, ce fut un suicide. Mon cher ami, j'étais dans la maison ce soir-là. M. Satterthwaite regarda la chaise vide et dit d'une voix calme. Parfois on comprend beaucoup mieux les choses plusieurs années après. Comment pouvez-vous mieux comprendre les choses lorsque les faits ne sont plus que de vagues souvenirs? Demanda Monckton. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur Satterthwaite, dit l'artiste. Et je crois que vous avez raison. Il y a là une question de proportion, ou plutôt de relativité, n'est-ce pas? Sottise, s'exclama le colonel. C'est un suicide, voyons. Ne l'ai-je pas, pour ainsi dire, vu de mes propres yeux? Racontez-nous donc comment c'est arrivé, dit M. Satterthwaite, fort de l'appui de Bristow, auquel il ne s'attendait pas. Ainsi nous pourrons, nous aussi, voir le fait de nos propres yeux. Monckton s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. Naturellement, ce fut inattendu, comme vous le pensez bien. Charnley était d'humeur normale ce jour-là. Il y avait beaucoup de monde dans la maison. Personne n'aurait pu supposer qu'il allait s'ôter la vie au moment où les invités commençaient à arriver pour le bal. Il aurait été de meilleur ton d'attendre qu'ils fussent partis, dit M. Satterthwaite. Évidemment, on n'a pas idée de faire une chose pareille, et cela n'était pas digne de lui. Et cependant il le fit. Mais oui, j'étais en haut de l'escalier avec 2 ou 3 personnes. Miss Ostrander, Algia Darcy, enfin, peu importe les noms. Charnley passa dans le hall juste en dessous de nous et entra dans la bibliothèque. Miss Ostrander a prétendu qu'il y avait sur ses traits une expression de terreur, mais elle n'en pouvait rien savoir, puisqu'il était impossible de voir son visage d'où nous étions. Cependant, je constatai qu'il marchait péniblement, comme s'il avait porté un poids écrasant sur ses épaules. Une gouvernante l'appela. « Lord Charnley, Lord Charnley demande si... » Il n'y fit aucune attention, entra dans la bibliothèque, claqua la porte, et nous entendîmes tourner la clé dans la serrure, puis 1 minute après, le coup de revolver. Nous nous précipitâmes tous dans le hall. Il y a une autre porte dans la bibliothèque,
qui donne sur la véranda. Elle était verrouillée également. Nous avons dû forcer la porte. Charlie était étendu sur le plancher, mort, un revolver tout près de sa main droite. Vous êtes bien obligé de convenir que ce fut un suicide. Un accident? Non, impossible. Il n'y a qu'une seule autre hypothèse, le meurtre. Mais pour cela, il faut un meurtrier. Vous êtes de mon avis, je pense. Le meurtrier aurait pu s'échapper, suggéra M. Satterwhite. C'est impossible. Donnez-moi du papier et un crayon, je vais vous faire un plan. Il y a 2 portes dans la bibliothèque, une donnant sur le hall, l'autre sur la véranda. Les 2 portes, comme je viens de vous le dire, étaient fermées, à clé de l'intérieur, et les clés étaient dans les serrures. La fenêtre, fermée, et les volets aussi. Il y eut un instant de silence. Ainsi, vous voyez, conclut Monckton. M. Satterwhite était consterné. Oui, vous avez raison, avoua-t-il. J'ai beau paraître rire de vos propos, reprit le colonel, je suis obligé d'admettre qu'il y a un sort dans cette maison, dans la bibliothèque surtout. Il y a plusieurs traces de balles dans les murs de cette pièce, et sur le plancher, une tache qui réapparaît, bien que l'on ait changé le parquet plusieurs fois. Et maintenant, je suppose qu'il y a une autre tache de sang, le sang de ce pauvre Charlie. Y eut-il beaucoup de sang répandu? Demanda M. Satterwhite. Très peu. Le médecin en fut même très étonné. Où Charlie s'était-il tiré le coup de feu? Dans la tête? Non, au cœur. Ce n'est pas le moyen le plus sûr de se tuer, dit Bristow. Il est bien difficile de savoir où est son cœur. Il me semble que je m'y prendrais jamais de cette façon, si je voulais me ôter la vie. M. Satterwhite inclina la tête. Il était déçu. Il avait espéré autre chose. Le colonel Monckton reprit. Naturellement, moi je n'ai jamais vu aucun fantôme à Charlie. Vous n'avez pas vu la pleureuse à l'aiguillère d'argent? Non, monsieur, dit le colonel avec emphase. Mais je suis certain que tous les domestiques ont juré l'avoir vue, si on le leur a demandé. La superstition fut le fléau du Moyen-Âge, dit Bristow. Il en reste encore quelques vestiges, ça et là, mais Dieu merci, on commence à s'en libérer. La superstition, murmura M. Satterwhite, en tournant une fois de plus ses yeux vers la chaise vide. Ne pensez-vous pas que, quelquefois, la superstition puisse être utile? Bristow le regarda, ne comprenant pas. Utile? Voilà un étrange mot. Après un silence, Monckton reprit. Eh bien, Satterwhite, j'espère que vous êtes convaincu maintenant. Oh, très convaincu. Cependant, un suicide paraît très bizarre, presque inadmissible chez un homme qui vient de se marier, qui est jeune, riche, heureux, qui fête son retour dans son domaine. C'est étrange. Mais évidemment, on ne peut aller contre les faits. Les faits, répéta lentement M. Satterwhite. Je suppose que la chose la plus intéressante est celle que nous ne saurons jamais, dit Monckton. L'histoire qui est à la base de tout cela. Il y a eu des bruits, toutes sortes de bruits. Il faut bien que les gens parlent. Mais personne ne savait rien, dit M. Satterwhite rêveur. Et qui a tiré profit de la mort de Lord Charnley? Demanda Bristow. Seulement un enfant posthume, répondit son hôte. Monckton sursauta légèrement. Ce fut un coup dur pour le frère du mort, Hugo Charnley, observa-t-il. Dès que l'on sut qu'un enfant allait naître, il attendit anxieusement de savoir si c'était un garçon ou une fille. Cette attente fut longue aussi pour ses créanciers. La naissance d'un garçon fut pour eux une grande désillusion. La veuve eut-elle beaucoup de chagrin? Demanda encore Bristow. La pauvre enfant, dit Monckton. Je n'oublierai jamais son désespoir. Elle devint comme quelque chose de glacé. Ainsi que je l'ai dit, elle fit fermer la maison et ne l'a jamais habitée depuis. Ainsi nous ne savons pas le motif de ce suicide, dit Bristow. Il doit y avoir là-dessous une femme ou un homme. C'est probable, dit M. Satterwhite. Ce doit être plutôt une femme, continua le peintre, puisque la jeune veuve ne s'est pas remariée. Les femmes sont toujours dangereuses, ajouta-t-il. M. Satterwhite sourit, et Frank Bristow s'en aperçut. Vous pouvez sourire, dit-il, mais c'est vrai. Elles vont contre tout, bouleversent tout, se mettent entre vous et votre travail. Elle, je l'ai rencontrée qu'une seule fois, une femme qui me parut intéressante. Je pensais bien qu'il y en aurait une, dit M. Satterwhite.
Je l'ai rencontré par hasard dans un train. Après tout, ajouta Frank, pourquoi les gens ne se rencontreraient-ils pas dans les trains? Mais certainement, approuva M. Satterthwaite. Je revenais d'Écosse. Nous étions seuls dans le compartiment. Nous nous sommes mis à parler ensemble. Je ne sais pas pourquoi. J'ignore son nom et je suppose que je ne la rencontrerai jamais plus. Je ne sais si je le désire ou non. Elle avait l'air de quelque ombre vivante, lointaine. Elle ressemblait à un de ces personnages de légende ou de contes de fées. M. Satterthwaite se représentait le contraste entre ce Bristow, brusque, positif, et cette créature presque irréelle, cette ombre, comme il disait. Je suppose, reprit Bristow, que lorsqu'il arrive quelque chose de terrible, de presque impossible à supporter, on doit devenir ainsi, on doit s'enfuir de la réalité, vers un monde imaginaire, et après un certain temps, on doit être capable de revenir à la vie réelle. Était-ce cela qui lui était arrivé? Demanda M. Satterthwaite avec curiosité. Je ne sais, répondit l'artiste. Elle ne m'a rien dit. Je devine seulement. On est obligé de deviner si l'on veut trouver une réponse. Oui, prononça M. Satterthwaite lentement. On est obligé de deviner. Il leva les yeux vers la porte qui s'ouvrait. Il fut déçu lorsque le valet de chambre annonça. Une dame, monsieur, qui veut vous voir, c'est urgent. Miss Aspasia Glen. M. Satterthwaite se leva un peu étonné. Le nom d'Aspasia Glen ne lui était pas inconnu. Qui eût pu l'ignorer à Londres? Elle était surnommée la femme à l'écharpe et avait donné une série de représentations à Londres devant une foule enthousiaste. À l'aide de son écharpe, elle avait imité divers personnages. L'écharpe fut tour à tour la coiffe d'une nonne, le châle d'une ouvrière, le bonnet d'une paysanne et mille autres choses. Et dans chacun de ces rôles, Aspasia Glen avait paru tout à fait différente. M. Satterthwaite ne la connaissait pas personnellement. Aussi sa visite à une heure aussi tardive l'intrigua-t-elle beaucoup. Il quitta le fumoir avec quelques mots d'excuse, traversa le hall et entra dans le salon. Miss Glen était assise au milieu d'un grand sofa de brocart d'or, et M. Satterthwaite comprit tout de suite qu'elle voulait lui en imposer, et sa première impression fut plutôt désagréable. Il avait profondément admiré, sur la scène, le talent d'Aspasia Glen. Elle lui avait alors paru sympathique et attrayante, mais maintenant qu'il la voyait de près, son impression était toute différente. Il trouvait en elle quelque chose de dur et d'orgueilleux. Elle était très jolie et certainement comptait beaucoup sur sa beauté pour arriver à ses fins. « Il faut que vous excusiez cette visite si déplacée, M. Satterthwaite, » dit-elle d'une voix suave et ferme à la fois. « Je ne vous dirai pas qu'il y a longtemps que je désire vous rencontrer, bien que ce soit la vérité. Quant à ma présence ici ce soir... » Elle se mit à rire. « Eh bien, il faut que vous sachiez que, lorsque je veux une chose, je ne peux pas attendre. Quelle que soit la raison qui me vaut une aussi charmante visite, je ne peux qu'en être ravi, dit M. Satterthwaite toujours aussi galant. Vous êtes vraiment très aimable, minauda la visiteuse. Chère madame, me permettez-vous de vous remercier aussi pour la joie que vous m'avez si souvent procurée, quand je vous admirais d'un fauteuil d'orchestre. Un sourire enchanteur éclaira le visage d'Aspasia Glen. Je vais droit au but, reprit-elle. Je suis allée cet après-midi à Archester Galleries. Là, j'ai vu un tableau sans lequel je ne peux plus vivre. Je voulais l'acheter, mais vous étiez arrivé avant moi. Aussi... Elle s'arrêta. Je le désire si ardemment, cher monsieur Satterthwaite, continua-t-elle. Il faut que vous me le cédiez. Elle dirigea vers lui un regard plein de douceur et ajouta. Tout le monde dit que vous êtes si gentil, et les gens sont toujours si gentils envers moi. Ce n'est peut-être pas juste, mais c'est ainsi. Elle souriait avec l'air ingénu d'un enfant qui veut un jouet. Mais ses manières mutines se trompaient d'adresse. Derrière sa courtoisie et sa galanterie, M. Satterthwaite avait un esprit critique et précis, qui ne se laissait pas influencer par les flatteries d'une jolie femme. Il voyait les gens tels qu'ils étaient, et non tels qu'ils désiraient paraître à ses yeux. C'est ainsi qu'il comprit qu'il n'avait pas devant lui une charmante jeune femme, plaidant pour une de ses fantaisies, mais une personne avisée, égoïste, résolu d'arriver à son but pour une raison qui lui échappait. Et il savait qu'Aspasia Glen n'atteindrait pas ce but car, pour rien au monde, il ne lui céderait le tableau d'Arlequin mort.
Très vite, il chercha et trouva le meilleur moyen de ne pas être impoli. « Je suis persuadé, dit-il, que l'on doit être trop heureux de pouvoir vous satisfaire chaque fois que c'est possible. Alors vous allez me revendre le tableau ?» Il secoua la tête avec un air de regret. « Je suis désolé, mais c'est impossible, parce que, voyez-vous, j'ai acheté cette toile pour une dame. C'est un cadeau. »« Oh, mais... » La sonnerie du téléphone interrompit la conversation. M. Satterwhite s'excusa et décrocha l'appareil. Une voix lui parla, une petite voix froide qui semblait venir de très loin. « Puis-je parler à M. Satterwhite, s'il vous plaît ?» C'est lui-même qui est à l'appareil. « Je suis Lady Charnley, Alix Charnley. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, M. Satterwhite. Il y a tant d'années que nous nous sommes vus. »« Ma chère Alix, mais si, certainement, je me souviens de vous. Je veux vous demander quelque chose. Je suis allé à Archester Gallery cet après-midi. Il y avait un tableau appelé Harlequin mort. Peut-être en avez-vous reconnu le décor. Il représente la terrasse de Charnley. Je voulais acheter ce tableau. Il venait de vous être vendu. » Elle s'arrêta un instant comme essoufflée et reprit. « Monsieur Satterwhite, pour des raisons personnelles, je veux avoir ce tableau. Consentez-vous à me le vendre ?» Monsieur Satterwhite pensa en lui-même. Voilà un miracle. Et il se réjouissait qu'Aspasia Glen ne pût entendre qu'un côté de la conversation. Il répondit assez fort. « Si vous voulez bien accepter le cadeau de ce tableau, ma chère amie, vous me ferez le plus grand plaisir. » Il entendit une légère exclamation derrière lui et se hâta de poursuivre. « Je l'ai acheté pour vous, comme nous en étions convenus. Mais à présent, ma chère Alix, je veux vous demander de m'accorder une faveur, si vous y consentez. »« Oh, mais oui, monsieur Satterwhite, je vous suis si reconnaissante. Je veux vous demander de venir chez moi, tout de suite. » Il y eut un court silence, puis elle répondit de sa voix calme. « Je viens à l'instant. » M. Satterwhite reposa le récepteur et se tourna vers Miss Glen. « Vous parliez de ce tableau ?» demanda-t-elle d'une voix irritée. « Oui, dit M. Satterwhite. La personne pour laquelle je l'ai acheté va être ici dans un instant. » Brusquement, le visage d'Aspasia Glen s'éclaira à nouveau d'un sourire charmant. « Vous me donnerez bien une chance de la persuader de me laisser ce tableau. »« Je vous donnerai une chance, » répondit-il. Et il ajouta. « Voulez-vous venir avec moi dans le fumoir? Je serai heureux de vous présenter mes amis. » Ils traversèrent le hall et entrèrent dans la pièce où M. Satterwhite avait laissé ses deux hôtes. « Miss Glen, dit-il, permettez-moi de vous présenter mon vieil ami le colonel Monckton et M. Bristow, le peintre du tableau que vous avez tant admiré. » Il s'arrêta. Dans la pénombre, une troisième personne venait de se lever de la chaise qu'il avait laissée vide près de la sienne. « Je crois que vous m'attendiez ce soir, dit M. Quinn. En votre absence, je me suis présenté à vos amis. Je suis ravi d'avoir pu passer ici. »« Mon cher ami, dit M. Satterwhite, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais... » Il se tut devant le regard railleur de M. Quinn. « Laissez-moi vous présenter à Miss Aspasia Glen. » Était-ce une illusion? Frissonna-t-elle légèrement. Une curieuse expression se dessina sur son visage, et tout à coup, Bristow s'exclama. « J'ai trouvé. »« Trouvé quoi ?»« Trouvé ce qui me troublait. Il y a une ressemblance frappante. » Il fixait M. Quinn. « Vous voyez ?» Il se tourna vers M. Satterwhite. « Ne trouvez-vous pas qu'il y a une ressemblance frappante avec l'Harlequin de mon tableau, celui qui regarde par la fenêtre ?» Cette fois, ce ne fut pas une illusion. M. Satterwhite entendit Miss Glen retenir son souffle, et vit même qu'elle avait reculé d'effroi. « Je vous annonce que j'attendais quelqu'un, dit-il. » Et il ajouta, « Il faut que vous sachiez que mon ami M. Quinn est un être extraordinaire. Il sait éclaircir les mystères les plus profonds. »« Êtes-vous un médium, monsieur ?» demanda le colonel. M. Quinn sourit et secoua la tête. « M. Satterwhite exagère, dit-il, sans se départir de son calme. Une ou deux fois, alors que nous étions ensemble, il a montré des qualités extraordinaires de détective, et par modestie, il me les attribue. »« Non, non, interrompit Satterwhite, ce n'est pas vrai. Vous me faites voir des choses que j'aurais dû voir depuis longtemps, que j'ai vues même, mais sans les comprendre. » «
Aspasia Glen se tourna nerveusement vers Frank Bristow. « Je veux savoir ce qui vous a donné l'idée de peindre ce tableau. » Bristow haussa les épaules. « Je ne sais trop, je dois l'avouer. Quelque chose dans ce Chanley s'empara de mon imagination. La grande pièce vide, la terrasse, les histoires de fantômes. Je crois que c'est cela. Car je viens juste d'apprendre l'histoire tragique du dernier Lord Chanley, qui s'est donné la mort. Supposez que vous soyez morte et que votre esprit survive. Vous pourriez être sur la terrasse, regardant votre cadavre par la fenêtre, et vous comprendriez tout. »« Que voulez-vous dire » murmura Aspasia Glen. « Eh bien, vous verriez ce qui est arrivé, » ajouta-t-il comme à la réflexion. La porte s'ouvrit et le domestique annonça Lady Chanley. M. Satterthwaite se leva et alla l'accueillir. Il y avait 14 ans qu'il ne l'avait pas vue. Il se souvenait d'elle comme d'une jeune fille gaie, brillante, pleine de vie. Et maintenant il était devant une femme presque inerte, figée, très pâle, paraissant glisser plutôt que marcher. On sentait en elle quelque chose d'irréel, de lointain, de glacé. « C'est très aimable d'être venu, dit M. Satterthwaite. Il la fit avancer. Elle eut un mouvement vers Miss Glen, comme si elle la reconnaissait, puis s'arrêta. « Excusez-moi, murmura-t-elle, mais il me semble que je vous ai déjà rencontré. »« Au théâtre, sans doute, dit M. Satterthwaite. C'est Miss Aspasia Glen, Lady Chanley. »« Je suis très heureuse de faire votre connaissance, Lady Chanley. » La voix d'Aspasia venait de changer d'intonation. « Vous connaissez le colonel Monckton, continua M. Satterthwaite. Et voici M. Bristow. » Les joues de Lady Chanley se colorèrent légèrement. « J'ai déjà rencontré M. Bristow aussi, » dit-elle, « dans un train. Et M. Harley Quinn. » Il observa attentivement la jeune femme, mais il comprit qu'elle ne l'avait jamais vue. Il lui avança un fauteuil, s'assit à son tour et commença à parler un peu nerveusement. « Voici une réunion étrange, qui a pour centre ce tableau. Je crois que nous pourrions mettre les choses au point. »« Vous n'allez pas tenir conseil, Satterthwaite ?» demanda le colonel Monckton. « Vous êtes bizarre ce soir. »« Non, pas exactement un conseil, répondit M. Satterthwaite. Mais mon ami, M. Quinn, croit, et je suis de son avis, que l'on peut, en regardant vers le passé, voir les choses telles qu'elles furent en réalité, et non telles qu'elles furent interprétées. »« Le passé ?» interrompit Lady Chanley. « Je parle du suicide de votre mari, Alix. Je sais que cela vous fait souffrir. »« Non, cela ne me fait pas souffrir. Rien ne me fait souffrir maintenant. » Il se souvint des paroles de Bristow. Elle avait l'air d'être une ombre vivante, lointaine. Elle ressemblait à un de ces personnages de légende ou de contes de fées. Une ombre, avait-il dit. Oui, cela la décrivait bien. Une ombre. Un reflet de quelque chose de différent. De la véritable Alix du passé. D'un passé de 14 ans. « Ma chère amie, dit-il, vous m'effrayez. Vous êtes comme la pleureuse à l'aiguillère d'argent. » Crac. La tasse de café qui était sur la table, près du coude de Miss Glen, se brisa. M. Satterthwaite, d'un geste, arrêta ses excuses. Il pensa. Nous approchons, mais de quoi? Reportons-nous à cette nuit tragique il y a 14 ans, dit-il. Lord Chanley s'est tué. Pourquoi? Personne ne le sait. Lady Chanley eut un léger sursaut. Lady Chanley sait pourquoi, dit Bristow brusquement. Elle regarda fixement l'artiste. On eût dit qu'elle lui avait inspiré les paroles qu'il venait de prononcer. Elle parla, inclinant légèrement la tête, et sa voix était comme la neige, froide et douce. Oui, vous avez raison. Je sais. C'est pourquoi, aussi longtemps que je vivrai, je ne pourrai jamais retourner à Chanley. C'est pourquoi, lorsque mon fils Dick veut que je fasse ouvrir la maison pour y retourner, je lui dis que c'est impossible. « Et voulez-vous nous dire, Lady Chanley, la raison de ce suicide ?» demanda M. Quinn. Elle le regarda. Puis, comme fascinée, elle continua de sa voix égale et presque enfantine. « Si vous voulez, cela n'a plus grande importance. J'ai trouvé une lettre dans ces papiers, et je l'ai détruite. »« Quelle lettre ?» demanda M. Quinn. « La lettre d'une pauvre fille. Elle était la gouvernante des enfants des Merriams. Elle l'aimait, et il lui avait promis de l'épouser. Elle avait des lettres de lui.
et lui annoncer qu'elle allait me les montrer. Il a dû être affolé en lisant cela, et il s'est tué. Son regard erra autour d'elle, comme celui d'une enfant qui a répété une leçon qu'il savait trop bien. « Mon Dieu, dit Moncton, c'était donc cela. Voilà les choses expliquées. »« Pas du tout, dit M. Satterwhite. Cela n'explique rien du tout. Cela n'explique pas pourquoi M. Bristow a peint ce tableau. »« Que voulez-vous dire ?» M. Satterwhite regarda M. Quinn comme pour chercher un encouragement, puis continua. « Oui, je sais que vous me croyez fou, mais ce tableau, c'est le centre de tout. Nous sommes tous ici ce soir pour lui. Ce tableau devait être peint. Pourquoi? Voilà ce que je veux savoir. C'est l'influence de la légende de la bibliothèque, sur tous ceux qui l'approchent, essaya d'expliquer le colonel. Non, pas de la bibliothèque, de la véranda. L'esprit du mort debout à l'extérieur et qui regardait son propre cadavre. Ce qu'il n'aurait pu faire, dit Moncton, puisque le corps était dans la bibliothèque. Supposez qu'il n'y fût pas, dit M. Satterwhite. Supposez qu'il fût exactement là où Bristow l'a vu, sur le carrelage noir et blanc, près de la fenêtre. Ce que vous dites n'a pas de sens, mon cher ami, protesta Moncton. Si le cadavre avait été là, nous ne l'aurions pas trouvé dans la bibliothèque. Évidemment non, à moins que quelqu'un ne l'y eût porté, répondit M. Satterwhite. Dans ce cas, comment aurions-nous pu voir Charnley entrer dans la bibliothèque? Demanda le colonel. Mais vous n'avez pas vu son visage, m'avez-vous dit, remarqua M. Satterwhite. Vous avez vu seulement un homme déguisé, je suppose. Oui, et il avait une perruque. C'est bien ce que je pensais. Et vous avez cru que c'était Lord Charnley. Parce que la jeune gouvernante l'appela comme s'il avait été Lord Charnley. Et parce que lorsque nous avons forcé la porte quelques minutes après, il n'y avait là que Lord Charnley, mort. Vous ne pouvez nier cela, M. Satterwhite. Non, en effet. Non, à moins qu'il n'y eût dans la pièce une cachette quelconque. Ne disiez-vous pas tout à l'heure qu'il y avait une porte secrète? Remarqua Bristow. Oh, s'écria M. Satterwhite. Supposons. Il demanda d'un geste un instant de silence, appuya son front sur sa main et parla lentement. J'ai idée. Ce n'est peut-être qu'une idée, mais je crois que tout s'enchaîne bien. Supposons que quelqu'un ait tué Lord Charnley dans la véranda. Alors, aidé d'une autre personne, il porte le corps dans la bibliothèque. Il l'étende sur le sol et mette le revolver près de sa main droite. Il faut que cela ait l'air d'un suicide, et c'est facile à arranger. L'homme à la perruque passe dans le hall, se dirigeant vers la bibliothèque. Sa complice l'appelle du haut de l'escalier pour faire croire que c'est Lord Charnley. Il entre, ferme les deux portes à clé et tire un coup de revolver dans le mur boisé de la pièce. Comme ce mur porte déjà des traces de balles, une de plus ne se remarquera pas. Il disparaît ensuite par la porte secrète. Les portes sont forcées, les gens se précipitent. Tout laisse supposer que Lord Charnley s'est donné la mort. On ne suggère même pas une autre hypothèse. Vous oubliez que Charnley avait une raison de se donner la mort, fit remarquer le colonel. Une lettre trouvée après sa mort, reprit M. Satterwhite. Une lettre cruelle, pleine de mensonges, écrite par une petite actrice intelligente et sans scrupules, qui rêvait de devenir Lady Charnley elle-même. Vous voulez dire? Je veux dire la jeune fille liée à Hugo Charnley, le frère de Reggie. Vous savez, Moncton, comme tout le monde, et pensait les avoir ainsi. Il se tourna vers Lady Charnley. Quel était le nom de la jeune fille dont vous avez vu la lettre? Monica Ford, dit Lady Charnley. Était-ce Monica Ford, Moncton, qui appela Lord Charnley du haut de l'escalier? Oui, je crois bien que c'était elle. Oh non, ce n'est pas possible, dit Lady Charnley. Je suis allée la voir. Elle m'a dit que ce qu'elle avait écrit était vrai. Je ne l'ai vue qu'une fois depuis, mais elle n'aurait pas pu jouer une telle comédie. M. Satterwhite regarda Aspasia Glen. Mon impression est qu'elle aurait pu le faire, justement, dit-il avec calme. Je crois qu'elle avait en elle le germe d'une grande comédienne. Vous avez oublié quelque chose, fit remarquer Bristow. Il y avait eu du sang dans la véranda, et il n'aurait pas pu le faire disparaître en une seconde. Non, admit M. Satterwhite.
Mais ce qu'ils auraient pu faire, et qui n'aurait pas demandé plus qu'une seconde, c'était de jeter le fameux tapis sur la flaque de sang. Et vous vous souvenez que l'on ne l'avait jamais vu le tapis de Bokhara dans la véranda avant ce soir-là. Je commence à croire que vous avez raison, fut obligé d'avouer Moncton. Mais cependant, il aurait bien fallu que ces taches de sang soient nettoyées tôt ou tard. Oui, reprit M. Satterwhite, au milieu de la nuit. Une femme avec un pot d'eau chaude aurait très facilement pu descendre pour le faire. Mais si quelqu'un l'avait vu, cela n'aurait eu aucune importance. J'ai dit une femme avec un pot d'eau. J'aurais pu dire la pleureuse à l'aiguillère d'argent. Et si quelqu'un l'avait vue, c'est ce qu'on en aurait pensé, surtout en cette nuit tragique. M. Satterwhite se leva et alla vers Aspasia Glen. « C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?» dit-il. « On vous appelle maintenant la femme à l'écharpe. Mais c'est cette nuit-là que vous avez joué votre premier rôle, la pleureuse à l'aiguillère d'argent. Voilà pourquoi vous venez de renverser votre tasse de café. Vous avez eu peur en voyant ce tableau. Vous avez cru que quelqu'un savait. » Lady Charnley étendit sa main pâle. « Monica Ford, » murmura-t-elle, « je vous reconnais. » Aspasia Glen se leva brusquement en poussant un cri. Elle repoussa M. Satterwhite de la main et se dressa devant M. Quinn. « J'avais raison. Quelqu'un savait. Vous étiez là. Vous étiez dehors, près de la fenêtre. Vous avez vu ce que nous avons fait, Hugo et moi. Je savais que quelqu'un regardait. J'ai senti. Mais quand j'ai levé la tête, il n'y avait personne. Je savais que quelqu'un nous observait. J'ai cru voir une figure à la fenêtre. Cela m'a hanté depuis 14 ans. J'ai vu ce tableau et je vous ai reconnu. Donc vous saviez depuis 14 ans. Pourquoi l'avez-vous révélé à présent? Voilà ce que je veux savoir. Pour que le mort repose en paix, peut-être, répondit simplement M. Quinn. Tout à coup, Aspasia Glen courut vers la porte et lança ses paroles avec arrogance. Faites ce que vous voulez maintenant. Peu m'importe. J'aimais Hugo. Je l'ai aidé à commettre son crime. Et il m'a abandonné après. Il est mort l'année dernière. Vous pouvez mettre la police à mes trousses, si vous voulez. Mais comme vient de le dire votre amie, je suis une très bonne actrice. Il sera difficile de me trouver. Elle quitta la pièce précipitamment, et la seconde d'après, ils entendirent claquer la grande porte. « Reggie, Reggie, » murmura Lady Charnley en larmes. « Je peux retourner livre à Charlie avec mon fils. Et je peux lui dire que son père était l'homme le plus admirable du monde. »« Il faut que nous réfléchissions sérieusement à ce qu'il convient de faire, » dit Moncton. « Ma chère Alix, si vous le permettez, je vous reconduirai chez vous. » Lady Charnley se leva. Elle alla vers M. Satterwhite et, lui mettant ses 2 mains sur les épaules, l'embrassa. « C'est si beau de se sentir revivre, après s'être crue morte pendant des années, » dit-elle. « J'étais comme une morte, vous savez. » « Merci, cher monsieur Satterwhite. » Elle sortit avec le colonel Moncton. M. Satterwhite les suivit du regard. La voix de Frank Bristow, qu'il avait depuis un instant complètement oubliée, le fit se retourner. « Elle est adorable, » dit l'artiste. « Mais elle était beaucoup plus attrayante avant, » ajouta-t-il. « Voilà bien une parole d'artiste, » dit M. Satterwhite en souriant. « Je suppose, continua Bristow, que si j'allais à Charnley, j'y serais reçu très froidement, mais je ne veux pas aller où je ne suis pas désiré. Mon cher ami, si vous pensiez un peu moins à l'impression que vous produisez sur autrui, vous seriez, je crois, plus heureux. Vous feriez bien aussi de débarrasser votre esprit de quelques vieux principes, dont l'un dit que la famille d'où l'on descend a quelque importance dans la vie moderne. Vous êtes un de ces jeunes gens que les femmes trouvent agréables. Vous avez sans doute du génie. Redites-vous cela 10 fois avant de vous endormir chaque soir et dans 3 mois, vous irez à Charnley rendre visite à Lady Charnley. Voilà ce que je vous conseille. Et croyez-en ma vieille expérience. » Un charmant sourire illumina la figure de l'artiste. « Vous avez été excessivement bon pour moi, dit-il, en serrant chaleureusement la main de son hôte. Je vous suis infiniment reconnaissant. Il faut que je vous quitte maintenant. Merci 1000 fois pour la soirée si extraordinaire que j'ai passée ici. » Il se retourna pour dire au revoir à quelqu'un qu'il croyait encore là. « Mais, monsieur, votre ami est parti. Je ne l'ai pas vu s'en aller. Il est un peu étrange, n'est-ce pas? Il s'en va comme il arrive, sans prévenir.
C'est l'un de ses traits caractéristiques. On ne le voit presque jamais disparaître. Comme Arlequin, dit Frank Bristow. Et il éclata de rire à ce rapprochement. Fin.